Ok. Bonsoir, je m'appelle Julien, je suis moi aussi géographe de profession et je travaille sur l'Afrique du Sud. Alors ce soir, je vous propose de détruire un mythe, et ce, en moins de 20 minutes. Alors ce mythe a la peau tenace, peut-être certains parmi vous le connaissent, il se base sur l'énoncé qu'en Afrique du Sud, le rugby est un sport de blancs, serait un sport réservé aux blancs. Alors comme tous les mythes, ce sport-là s'appuie sur une histoire, des images et un symbole très fort. Cette photographie, sans doute que beaucoup d'entre vous ici la connaissent. Nous sommes en 1995, moi j'ai 7 ans, et donc je suis un peu trop petit pour pleurer l'élimination de la France en demi-finale. Mais une semaine plus tard, donc, l'Afrique du Sud, chez elle, remporte la Coupe du Monde de rugby pour sa première participation. À gauche, Nelson Mandela, premier président de l'Afrique du Sud. À droite, François Pienaar, capitaine des Springboks. Deux leaders, donc, qu'il y a quelques mois, tout opposés. À gauche, vous avez donc un homme noir, le plus long prisonnier politique de l'histoire, héros de la lutte anti-apartheid. À droite, François Pienaar, grand, blond, la mâchoire carrée, les épaules larges, bref, le parfait représentant de la communauté afrikaner, dont le gouvernement a pendant des décennies mis les populations métisses, noires et indiennes sous oppression. Tout opposait ces deux hommes, et ce jour-là, ils se serrent la main. Mieux, ils portent tous les deux le même maillot. Et c'est là, en fait, le génie politique de Nelson Mandela, qui, en ce jour de victoire, revêt le maillot de l'ennemi, s'avance et sourit. Ces deux hommes, donc, que tout opposés, se serrent la main aujourd'hui. Il n'y a pas, sans doute, de symbole plus fort. Du coup, la presse internationale s'empare de ce cliché et en fait un symbole de réconciliation, de transformation, de changement. Bref, en un match de rugby, et grâce au génie politique de Nelson Mandela, le rugby devient en Afrique du Sud un symbole de réconciliation, de transformation, de représentation d'une nation arc-en-ciel apaisée sur la voie du changement. Par contre, en 2007, 12 ans plus tard, lorsque l'Afrique du Sud gagne à nouveau la Coupe du Monde de rugby en France, le concert de louanges est un peu moins dithyrambique. Certains pointent du doigt qu'il n'y a toujours pas de joueurs de couleur dans l'équipe. Et à la dernière Coupe du Monde, donc en 2015, vous pouvez voir que dans l'équipe nationale, il y a un très faible nombre de joueurs de couleur. Alors, il y a un petit goût de victoire amère, parce que l'Afrique du Sud, c'est un pays de 54 millions d'habitants, et les Blancs représentent seulement 8% de la population. Donc du coup, les gens commencent un petit peu à s'agacer, on pointe du doigt le rugby en l'accusant d'être raciste, par exemple, de ne pas donner sa place aux joueurs de couleur. En fait, finalement, ce mythe repose sur deux formules. La première, c'est que les Noirs ne jouent pas au rugby. En Afrique du Sud, c'est bien connu, ils vont plutôt faire du foot. Vous avez peut-être entendu ce genre de poncif. Le deuxième, c'est que les Blancs garderaient le rugby pour eux. Alors ce que je vous propose, dans les 16 minutes qui me restent, c'est de balayer ces deux formules. Et pour ça, donc, pour détruire un mythe, rien de mieux que de voyager un petit peu. C'est ce qu'on fait en géographie. On va au contact, on va vérifier de ses propres yeux, on va faire du terrain. C'est ce qu'on se dit entre géographes. Et donc, nous partons pour l'Afrique du Sud, et plus précisément, pour la magnifique ville du Cap. Alors aujourd'hui, aller au Cap, c'est très simple. Ça prend à peine 12 heures si vous avez un vol direct. Et si vous passez par Dubaï, ça va seulement vous prendre 18 heures. Mais nous, cela va nous prendre 2 mois. Parce qu'en fait, nous ne sommes pas en 2017, mais nous sommes en 1830. Vous et moi sommes sur un bateau, et nous arrivons en 1830 au Cap, qui est donc une des grandes villes, une petite ville de l'Empire britannique. Dans ce bateau où nous sommes, il y a des missionnaires, des marins, des prêtres, tout un personnel enseignant qui vient en fait peupler petit à petit la ville. En fait, l'histoire du rugby, la diffusion du rugby, elle est indissociable de la colonisation et de la mise en réseau du monde. Et ce sont ces gens-là, en fait, ces missionnaires, ces prêtres, qui vont amener le ballon ovale avec eux, qui vont l'implanter en Afrique du Sud, au pied de Table Mountain. C'est donc là que commence l'histoire du rugby en Afrique du Sud, juste
au pied de cette montagne, dans les premiers établissements scolaires, où ce personnel britannique, qui vient de découvrir le rugby, qui a été inventé et codifié en Angleterre, arrive et apprend donc ce sport aux écoliers. Dès 1861, les écoles de culture britannique commencent à pratiquer le rugby, mais ce sport se diffuse très très vite. Les métis, les noirs, les afrikaners l'adoptent aussi. En fait, dès le début, dès l'origine du rugby en Afrique du Sud, tout le monde, quelle que soit sa couleur de peau, joue au rugby. Sauf que Cape Town, à l'époque, est une ville coloniale. C'est donc une ville marquée par une très forte ségrégation et par de très fortes inégalités sociales et spatiales. Ce qui fait que tout le monde joue au rugby, mais un peu de son côté. Et plus ça va, plus les gens ont tendance à vivre séparés et donc à jouer au rugby de leur côté. Arrive l'apartheid en 1948. L'apartheid, qu'est-ce que c'est ? Le mot original, l'étymologie, veut dire développement séparé. Pour vous et moi, l'apartheid, en fait, c'est le déploiement extrêmement violent d'un arsenal législatif qui vise à séparer socialement et spatialement les gens selon leur race. Alors bien entendu, la race, ça n'a aucune réalité ethnique, c'est une construction totale, totalement artificielle. Mais ça, le gouvernement sud-africain de l'époque n'en a cure. Ce qui compte pour eux, c'est de diviser tous les aspects de la vie. Et c'est ce qui se passe. Vous n'avez donc plus le droit de vous marier, par exemple, entre personnes de couleur. Vous n'avez pas le droit de scolariser votre enfant dans une école qui n'est pas celle de votre race. Vous n'avez pas le droit de vous asseoir à côté sur les bancs, à la plage ou dans les stades, comme vous pouvez le voir sur la photo. Ça a donc des conséquences extrêmement profondes pour la pratique du rugby et pour le système scolaire. En fait, cela a plus précisément 4 conséquences primordiales. Je vais brièvement les expliquer. La première conséquence, c'est que le gouvernement afrikaner qui arrive au pouvoir va donc faire du rugby la clé de voûte de la culture afrikaner, le symbole de la réussite, le symbole d'une jeunesse triomphante. La deuxième conséquence, c'est que du coup, les écoles réservées pour les Blancs vont recevoir pendant des décennies un traitement privilégié en termes de dotation, de financement, d'infrastructures, d'équipement. La troisième conséquence, c'est que du coup, l'équipe nationale, c'est-à-dire la sélection des meilleurs joueurs, va être seulement prélevée au sein des joueurs, au sein des élèves blancs qui sont passés par ces établissements. En quelque sorte, la vitrine nationale, la constitution de la vitrine nationale se fait donc par et pour une minorité démographique. La quatrième conséquence de l'avènement de l'apartheid sur la pratique du rugby, c'est que le rugby devient donc un moyen de lutte, un moyen de résister contre l'apartheid en Afrique du Sud. Il y a eu par exemple, certains d'entre vous peut-être s'en souviennent ici, des campagnes qui appelaient au boycott des matchs des Springboks afin d'isoler l'Afrique du Sud sur le champ de la scène internationale. Mais l'apartheid a aussi été contesté sur le champ. Les Noirs et les Métis ont bien sûr continué à jouer au rugby en nombre, par milliers. C'était même pour eux devenu un instrument de revendication politique. Ils ont donc créé leur propre fédération. La fédération des Noirs, la fédération des Métis, qui ont par la suite fusionné pour créer la première fédération de sport non racial afin de s'opposer à la fédération des Blancs. Donc, historiquement, le mythe s'effondre. Le rugby a toujours été pratiqué par toutes les communautés en Afrique du Sud. Seulement, ce sont les Blancs qui, historiquement, en raison de la colonisation de l'apartheid, ont eu accès aux meilleurs entraînements, aux meilleures infrastructures, aux meilleurs équipements, et qui ont eu la mainmise, en termes d'institutions, sur la sélection et la représentation de l'équipe. Ce qui fait que l'histoire du rugby métis, l'histoire du rugby noir, a été complètement passée sous silence. Des dizaines de joueurs merveilleux ont été absolument effacés par l'histoire et par le discours officiel. Alors bien sûr, aujourd'hui nous sommes en 2017, et toute cette législation, aussi bien dans le domaine du sport que de l'éducation, a volé en éclats. Pourtant, vous l'avez vu au début de la présentation, il y a toujours très peu de joueurs de couleur dans l'équipe nationale. Donc c'est qu'il y a des blocages, de l'inertie. Ce que je vais essayer donc de vous démontrer dans les minutes qui suivent, c'est qu'en fait, pour comprendre les mutations et l'inertie du rugby sud-africain, il ne faut pas regarder l'équipe nationale. C'est faire
une erreur d'analyse, c'est se tromper d'échelle d'analyse. Ce qu'il faut regarder en fait, c'est l'école. Il faut comprendre aujourd'hui ce qui se passe à l'école pour comprendre comment évolue le rugby sud-africain. Parce que c'est à l'école que le rugby s'est diffusé historiquement, c'est à l'école qu'il est toujours pratiqué et appris aujourd'hui. L'Afrique du Sud, comme beaucoup d'anciennes colonies britanniques, comme la Nouvelle-Zélande, l'Australie, a un système sportif différent. Là-bas, on apprend le rugby à l'école, et pas en club, comme c'est le cas en France. Il faut donc revenir à l'école, parce que c'est ici que tout se structure, c'est ici que tout se joue, et c'est donc ici qu'il faut enquêter. Et c'est donc, il y a quelques années, ce que j'ai décidé de faire en me rendant dans la ville du Cap. Le Cap, c'est une agglomération de 4 millions d'habitants, avec pas moins de 200 écoles qui jouent au rugby. Ça fait à peu près 35 000 joueurs par semaine qui apprennent et qui jouent au rugby dans cette agglomération. C'est la ville-mère, c'est le berceau, c'est là où tout a commencé, c'est donc là qu'il est intéressant d'aller enquêter pour comprendre ces mécanismes d'inertie et de changement. Alors, beaucoup de joueurs, certes, 35 000 écoliers qui chaque jour jouent au rugby, mais Cape Town ne s'est pas transformé. Cape Town reste une ville marquée par une très très forte ségrégation et par de très fortes inégalités sociales qu'on voit dans le profil des quartiers, mais qu'on voit aussi dans le profil des écoles. Concrètement, cela signifie que pour tous ces jeunes qui apprennent le rugby, ils le font dans des conditions extrêmement inégalitaires, ce qui a donc un impact direct sur la formation des meilleurs joueurs. Pour cela, pour mieux comprendre cela, je vous propose donc de faire un tour dans les écoles du Cap, de se balader dans cette ville et d'aller voir donc les meilleurs établissements scolaires, ceux qui ont les meilleures équipes de rugby, ceux qui constituent donc l'élite. Alors, que sont ces établissements? Ces établissements, ce sont en grande majorité des écoles anciennement réservées aux Blancs. Dans leur grande majorité, ce sont aussi des écoles qui n'accueillent que des garçons. Ce ne sont toujours pas des écoles mixtes. Ce sont en général des écoles qui sont localisées dans les très beaux quartiers. Ce sont des écoles qui ont des infrastructures absolument colossales. Pas moins de 10 terrains de rugby, par exemple, pour un seul lycée. Ça ferait pâlir de nombreux clubs professionnels en France. Ce sont, en outre, des écoles où le sport contribue directement au prestige de l'établissement. La pratique du rugby y est sacrée. À Bishop, par exemple, un des grands lycées du Cap, vous n'avez pas le droit de poser un pied sur le terrain de l'équipe première si vous n'êtes pas ou l'entraîneur ou un membre de l'équipe. Ce qui fait que quand les élèves sortent de cours, ils font soigneusement le tour du terrain sans mettre un seul pas donc, sur le terrain officiel. Ce sont aussi des écoles donc fréquentées, ce sont des écoles chères donc fréquentées par les classes sociales supérieures. De ce fait, elles disposent donc de moyens financiers et de relais extrêmement importants pour encadrer et favoriser la pratique du rugby. Les parents vont venir donner un coup de main pour acheter le matériel, pour emmener les joueurs dans un autre lycée les jours de match, pour encadrer les entraînements. Vous pouvez voir qu'ici, par exemple, pour une vingtaine de joueurs, il n'y a pas moins de 4 adultes qui sont là pour leur apprendre le rugby. Dans ces lycées, il y a 25 équipes de rugby par établissement. Le niveau pratiqué est extrêmement élevé. En fait, c'est une logique de sport-études. Musculation, suivi nutritionnel, entraînement tous les jours. Ce qui fait que si jamais vous voulez devenir un Springbok, un joueur professionnel, vous devez absolument passer par ces établissements-là. C'est la filière obligatoire. Or, ces établissements sont chers et socialement sélectifs. Donc, très peu de familles noires et métisses peuvent se permettre de scolariser leurs enfants. A l'inverse, les blancs, eux, ils sont surreprésentés. De l'autre côté, vous avez le rugby des pauvres, où les infrastructures sont pour le coup beaucoup plus déficientes, où les écoles sont beaucoup plus mal dotées, où il n'y a parfois même pas de terrain de rugby, un bloc de béton ou du terrain ensablé. Les entraînements sont plus irréguliers, l'encadrement est de bien meilleure qualité. Bref, pour des raisons sociales et économiques, le niveau de ces établissements est beaucoup moins performant. Or, c'est dans ces établissements que se trouve la majorité des élèves noirs, des élèves métis. Et on n'y rencontre aucun blanc. Voilà donc pourquoi, aujourd'hui, l'équipe nationale comporte si peu de joueurs de couleur. C'est parce que structurellement, à l'échelle locale, là où commence le rugby, les meilleurs établissements, les usines à Springbok, accueillent en particulier donc un rugby, accueillent en particulier
des écoliers blancs, qui sont d'excellents joueurs de rugby parce qu'ils bénéficient historiquement d'infrastructures et d'équipements remarquables. Alors, pour autant, il ne faut pas conclure trop vite que le rugby, finalement, est une histoire d'entre-soi et de maintien des inégalités. Il y a bien du changement à l'horizon. Parce que ces meilleurs établissements ne sont pas dupes. Ils vont aussi chercher de nos jours les talents qui se trouvent donc dans les autres écoles primaires. Et ils vont proposer à des élèves noirs ou des élèves métis de rejoindre le lycée en leur attribuant une bourse, un peu sur le modèle du basket aux États-Unis, si ça vous dit quelque chose. Ce qui fait que vous avez de plus en plus de joueurs de couleur qui sont en train de passer par ces établissements et qui, à terme, pourront donc peut-être prétendre à intégrer le rugby professionnel et donc peut-être, à terme, l'équipe nationale. Il y a donc un changement au niveau des joueurs, mais il y a aussi un changement au niveau des structures mêmes. Vous avez déjà vu cette photographie au début de la présentation. L'homme qui se trouve dessus s'appelle Alistair Coetzee. C'était pendant l'apartheid l'un des héros donc, de cette équipe de rugby non raciale. Aujourd'hui, cet homme est devenu l'entraîneur de l'équipe nationale des Springboks. Vous avez donc une nouvelle génération qui arrive au pouvoir et qui est conscient des héritages empoisonnés du rugby et de la nécessité de le transformer. Surtout, ce qu'il faut bien réaliser, c'est que le rugby a cette capacité magique dans une société extrêmement fragmentée de maintenir du contact, de créer un peu de lien, de créer de la rencontre. C'est un pays où 70% des gens avouent n'avoir jamais partagé un repas avec une personne d'une autre couleur. Donc les tournois de rugby, lorsqu'ils permettent la juxtaposition, la coprésence de plusieurs groupes sociaux, sont un événement. Vous avez d'un côté des pères afrikaners qui vocifèrent et qui encouragent leurs enfants à plaquer plus fort, à courir plus vite, et de l'autre côté, à quelques mètres, une famille noire en train de chanter et de crier dans leur langue pour célébrer l'essai de leurs enfants. Le rugby a donc cette capacité-là de créer des petits contacts au quotidien qui sont énormes symboliquement dans un pays comme l'Afrique du Sud. Pour finir donc, je voudrais que vous repartiez de là avec deux idées très importantes. La première, c'est que le rugby n'a jamais été en Afrique du Sud un sport de blanc. Il a toujours été pratiqué par toutes les communautés et par toutes les couleurs. C'est la colonisation, puis l'apartheid, et la création d'une société extrêmement inégale et d'un système solaire extrêmement inégal qui a favorisé la surreprésentation des Blancs dans l'équipe nationale. Et cette surreprésentation ne pourra être que reformée si jamais le système scolaire évolue. Donc le rugby permet, en Afrique du Sud, la construction d'un vivre ensemble paradoxal et complexe. C'est un vivre ensemble éphémère, parce qu'il dure juste le temps de la rencontre, et après tout le monde repart chez soi. C'est un vivre ensemble timide, parce que les parents sont certes à côté, mais ce n'est pas pour autant qu'ils vont discuter entre eux. C'est un vivre ensemble intense, car sur le terrain, on se plaque, on se rencontre. C'est donc, le terrain de rugby est un espace d'affrontement physique. Et ce contact que vous pouvez voir ici, c'est vraiment quelque chose d'inédit pour certains de ces enfants. C'est aussi un vivre ensemble extrêmement symbolique, du fait de cette histoire politique du rugby en Afrique du Sud. Et enfin, c'est un vivre ensemble politique que le rugby construit, parce que la pratique du rugby, dans des sociétés fragmentées et dans des villes divisées, permet donc de décider de nouvelles pratiques citadines, de nouvelles manières d'être ensemble, qui lentement sont en train de travailler et de transformer la société sud-africaine. Donc, si vous voulez comprendre pourquoi l'inertie est si grande à l'échelle de l'équipe nationale, c'est qu'il faut bien avoir ça en tête. Si jamais le rugby sud-africain veut se transformer, il faut donc que sa société et son système scolaire évoluent donc vers plus de justice et de cohésion sociale. Et moi, je siffle la fin du match ici. Merci beaucoup.